que j'ai souhaité tout simplement pour essayer à la fois de rassurer nos compatriotes, d'apaiser l'opinion, en même temps que d'apporter un certain nombre de clarifications. Parce que depuis le démarrage des activités de la CRIET, entendez la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, j'ai noté un peu comme une suractivité, une surchauffe au niveau des réseaux sociaux, notamment liées à la poursuite de certaines personnalités qui ne rentrent même pas dans le cadre de la CRIET, en tout cas à l'étape actuelle. Alors, particulièrement, la dernière semaine qui s'est écoulée, plus le week-end, a donné lieu à un certain nombre d'informations, d'échanges d'informations, et puis que je pourrais qualifier à la limite de désinformation et d'intoxication, parce que tout ce qui a été dit se trouve totalement en marge, aussi bien de ce que le législateur a prévu que des intentions du gouvernement. Voyez-vous, moi, je viens de rentrer au gouvernement il n'y a pas si longtemps de cela, 3 mois à peine. Et je pourrais déjà vous dire mon sentiment en entrant en fonction, que j'ai découvert que c'était plutôt, ou c'est plutôt, un gouvernement d'éthique, un gouvernement légaliste, et un gouvernement qui s'emploie chaque jour à agir dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de nos populations et n'a donc pas le temps de se poser, de se poster ou d'adopter une posture telle que cela semble être décrit, celui d'un harceleur ou d'un acharné contre un certain nombre de personnes. C'est pour cela que je voudrais ce soir vous dire ce qu'est réellement la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, et surtout ce qu'elle n'est pas. Alors, vous avez pu assister vous-même au mois de juillet que l'Assemblée nationale a voté une loi, c'était très exactement le 2 juillet, a voté une loi portant en réalité modification de l'organisation judiciaire et de certaines règles du Code de procédure pénale, et a donc créé à l'intérieur la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Alors, la loi, le législateur a bien indiqué quelles sont les compétences ou les attributions de cette nouvelle juridiction. Et je dois dire que la loi elle-même a indiqué qu'il s'agit d'une juridiction spéciale, qui ne doit pas être prise au sens d'une juridiction d'exception, parce que lorsqu'on évoque le terme de juridiction d'exception, pour ceux qui sont des juristes ou ceux qui sont bien informés, on considère que c'est une juridiction prévue pour réprimer ou violer massivement les droits de la défense. Et c'est en cela d'ailleurs que ces exceptions, il s'agit de juridictions qui ne sont même pas prévues dans l'ordre constitutionnel ou dans l'ordre juridictionnel, de façon à ce qu'on considère que soit c'est sui generis, ou alors c'est taillé sur mesure pour un certain nombre de choses. Or, vous savez, il y a aujourd'hui 4 grands fléaux qui menacent la paix et la sécurité dans le monde. Il y a dans un premier temps la corruption et les actes d'enrichissement illicite. Il y a le blanchiment des capitaux, qui est une forme nouvelle d'infraction qu'alimentent les réseaux de corruption et d'enrichissement illicite. Il y a le trafic des drogues, lui-même alimenté par les produits issus de la corruption et du blanchiment des capitaux. Et puis, nous avons enfin le terrorisme dont la source principale de financement se trouve être justement les actes de corruption, de blanchiment de capitaux, ainsi que les produits du trafic international de drogue. Alors, dans un pays comme le nôtre, petit pays aux moyens limités et qui aspire au développement, dans un contexte de réforme où nous devons faire en sorte d'attirer vers nous les investisseurs, qu'est-ce que le gouvernement peut-il faire? Le gouvernement doit se donner les moyens à la fois d'assurer son programme, la mise en œuvre des actions qu'il a prescrites, mais dans le même temps, le gouvernement doit se donner les moyens d'éradiquer, en tout cas, d'apporter la solution qu'il faut à ces fléaux nouveaux, à ces formes nouvelles de criminalité en bande organisée. Voilà donc ce qui a poussé, voilà donc les fondements, voilà donc la raison d'être de la Cour de répression des infractions et du terrorisme,
que le législateur lui-même a institué pour juger les matières ou les faits et les crimes, délits commis en matière de corruption ou d'actes d'enrichissement illicite, en matière de blanchiment de capitaux, en matière de terrorisme ainsi qu'en matière de trafic de drogue. Je dois même souligner à votre attention que déjà depuis 2011, 12 octobre 2011, l'Assemblée nationale a voté une loi sur la corruption et les infractions connexes. Récemment encore, l'Assemblée nationale a voté une loi sur le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que le trafic de drogue. Donc, cela veut dire que nous avons une législation adéquate, qui est nouvelle, pour faire face à ces formes de criminalité qui, chaque jour, s'amplifient. Et pour aller jusqu'au bout de la logique, il était normal, il était donc nécessaire d'avoir le bras opérationnel qu'est cette juridiction spéciale dont la principale attribution est de réprimer ces infractions. Cette cour-là a été créée par la loi du 2 juillet 2018. Elle a été installée le 27 août 2018 et a commencé effectivement ses activités. Et vous avez pu vous rendre compte, vous avez pu aller à ces audiences pour voir qu'effectivement, des trafiquants de drogue ont été déjà jugés. Il y a déjà eu 2 audiences passées au terme desquelles il y a eu des décisions de condamnation, il y a eu des décisions également de relax, de telle sorte qu'on devrait pouvoir dire que cette juridiction-là a pris pied ou a effectivement commencé ses activités. Et il faut espérer, il faut plutôt formuler le vœu qu'elle aille jusqu'au bout, parce que nous connaissons donc les conséquences, les effets néfastes aussi bien des actes de corruption et d'enrichissement illicite qui plombent le développement de notre pays. Nous connaissons les effets dévastateurs du trafic de drogue ainsi que du terrorisme, sans compter ceux du blanchiment des capitaux qui sont une source d'arriération de nos pays. Voilà donc ce qu'est la CRIET ou la Cour de répression des infractions économiques du terrorisme. La loi a prévu qu'elle a une compétence nationale. Elle juge des faits qui sont de nature délictuelle ou des faits que la loi qualifie de crimes. Donc, elle a une compétence en matière délictuelle. Elle statue donc comme un tribunal correctionnel ou de flagrant délit et peut se réunir en session pour statuer comme une juridiction semblable à la cour d'assises en matière criminelle. Voilà donc ce qu'est la CRIET. Alors, quand je vous parle ainsi et que vous vous reportez à ce que le législateur a prévu, y a-t-il place donc pour un instrument taillé sur mesure destiné à la répression de l'opposition, de certaines personnalités ou en tout cas tout ce qu'on lui prête en ce moment? Je crois qu'en toute honnêteté, vous devez convenir avec moi que nous ne sommes pas dans cette situation-là. Il s'agit de mesures adéquates pour permettre la mise en œuvre de lois qui ne sont même pas toutes du régime actuel, parce que lorsqu'on parle de la loi sur le blanchiment des capitaux, c'est une loi qui avait été votée depuis 2012, je crois, et qu'on a harmonisé avec les dispositions des autres pays, des dispositions inspirées par l'UEMOA, qui veille à la fluidité ainsi qu'à la transparence des transferts de capitaux. La loi sur la corruption, elle date de 2011, ainsi que les infractions connexes. Il ne s'agit donc pas de faits nouveaux. Il ne s'agit pas d'une création ou d'une institution inspirée par des considérations d'ordre politique. Nous n'y sommes pas du tout, du tout. S'il se trouve que certaines personnes ou certaines personnalités se trouvent un jour être justiciables de cette juridiction-là, à raison de faits qui rentrent dans la compétence de cette juridiction. J'allais dire que c'est peut-être du hasard, parce que cette juridiction n'a pas été créée, ces lois-là n'ont pas été votées par le Parlement, parce qu'on pensait que telle personne commettrait telle infraction ou telle autre infraction. Quoi qu'il en soit, vous devez savoir également, par exemple, que pour ce qui concerne les crimes contre l'humanité, par exemple, comme les crimes économiques, c'est le législateur de 2011 qui a prévu que ces crimes et ces délits-là sont imprescriptibles. Alors, que ce soit aujourd'hui ou que ce soit demain, ces infractions-là seront jugées. Alors donc, cessez de croire, ou de grâce, ne continuez plus de croire que ça a été fait ou c'est dirigé contre certaines personnes, contre une catégorie de personnes ou des citoyens de ce pays.
Voilà donc ce que je voudrais vous dire à ce sujet-là. Et puis je voudrais peut-être en profiter pour dire ce qui meuble l'actualité en ce moment. Parce que j'ai vu sur les plateaux de télé, j'ai lu également sur les réseaux sociaux que, à la suite de la décision, des décisions de l'Assemblée nationale d'autoriser des poursuites contre un certain nombre de personnes, le procureur spécial a été mis en œuvre, a été actionné par le garde des Sceaux pour se mettre en œuvre tout de suite contre un certain nombre de personnalités. Alors, là-dessus, il faut que je clarifie que vous soyez au même niveau d'information, en tout cas au niveau d'information qui convient. Dans l'organisation judiciaire actuelle, telle que c'est structuré, les parquets, qui sont ce que nous appelons le ministère public et qui sont donc l'autorité qui agit pour le compte de toute la société, les parquets réunis au sein du ministère public sont hiérarchisés. Ils sont gouvernés par la règle de la hiérarchie qui fait que le procureur de la République, près un tribunal de première instance, a juste au-dessus de lui un procureur général près la cour d'appel à qui il rend compte de ses activités et duquel il reçoit des instructions. Par contre, la loi n'a pas prévu que le procureur spécial, c'est comme ça qu'on l'appelle le procureur spécial, près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la loi n'a pas prévu un corps intermédiaire ou une autorité intermédiaire entre le garde des Sceaux et lui, parce qu'au-dessus du procureur général, il y a le garde des Sceaux, ministre de la Justice. De telle sorte que le procureur spécial se trouve placé directement sous l'autorité du garde des Sceaux. C'est ce que la loi a prévu. Et lorsque l'Assemblée nationale, récemment, donc, a autorisé les poursuites contre un certain nombre de personnalités politiques ou d'anciennes personnalités politiques, vous devez savoir que la demande d'autorisation de poursuite ainsi que la demande de levée d'immunité est faite par le procureur général qui transmet cette demande-là au président de l'Assemblée nationale par le truchement du garde des Sceaux. Cette demande-là avait été déjà transmise à l'Assemblée nationale. Lorsque l'Assemblée nationale a pris cette décision, en a fait retour au procureur général, c'est passé par le garde des Sceaux que je suis. Le garde des Sceaux a donc transmis cette décision-là au procureur général près la Cour d'appel de Cotonou, en demandant simplement au procureur spécial, qui relève directement de lui, de se rapprocher du procureur général près la Cour d'appel de Cotonou, à l'effet donc de voir l'intérêt de cette décision-là, lesquelles peuvent donner lieu à des poursuites devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Ça relève des attributions du garde des Sceaux et je les ai exercées en toute responsabilité. Il se trouve que certaines personnalités se sont senties indexées tout de suite. Or, il n'y a pas d'amalgame à faire. Lorsque vous êtes ministre et que vous commettez des infractions à l'occasion ou dans l'exercice de vos fonctions, vous êtes passible de la haute cour de justice. Mais lorsque les faits qui vous sont reprochés remontent à une période pendant laquelle vous n'aviez pas le statut de ministre, ou à une période qui est postérieure à votre sortie du gouvernement, ou même que les faits ne relèvent pas de l'exercice de la fonction ministérielle, on tombe sur le terrain du droit commun. Le ministre devient justiciable des mêmes tribunaux que vous. À partir de ce moment-là, si les faits qui relèvent de la demande d'autorisation de poursuite sont reprochés à des ministres ou à des personnalités qui n'entrent pas dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, ou qui remontent à une période où ces personnes-là n'étaient pas en charge ou n'étaient pas au gouvernement, forcément, après l'autorisation de poursuite, elles relèvent des juridictions de droit commun. Ce que donc le garde des Sceaux a fait, c'était donc de permettre au procureur spécial de se saisir ou de saisir la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme des aspects ou des faits qui ne relèvent pas d'activités ministérielles et qui peuvent être reprochés à certaines personnalités. Ça n'a rien à voir avec les matières ou les faits qui relèvent de la haute cour de justice.
Mais là où l'amalgame est fait, ou a été facilement fait, si vous êtes au courant, c'est que vous avez pu suivre comme moi que M. Dianotin Valentin, qui est député à l'Assemblée nationale, a indiqué sur France 24, Africa 24, excusez-moi, Africa 24, donc vous avez bien suivi, que dès la clôture de la session parlementaire, avec la transmission des décisions de l'Assemblée nationale, le garde des Sceaux a demandé au procureur spécial de se saisir de son dossier. Dans l'absolu, c'est faux. Et il n'a pas fait économie de vérité, il a simplement dit une contre-vérité. Ce qui s'est passé dans mon cabinet est extrêmement grave. J'ai fait des courriers à l'endroit du procureur spécial que j'ai découvert sur les réseaux sociaux dimanche dernier. Pas dimanche, le dimanche sur dernier, ça devait faire autour du 23, que j'ai découvert sur les réseaux sociaux. Et je dois préciser que les courriers ont été dictés vendredi soir vers 21h. Ils n'étaient pas déjà sortis du cabinet ministériel que dimanche ils étaient sur les réseaux sociaux. Les courriers de vendredi 21h, dimanche étaient sur les réseaux sociaux. Les destinataires ne les avaient pas reçus. Il s'agit de courriers confidentiels. C'est moi qui ai demandé au procureur général près la cour d'appel de Cotonou d'ouvrir une enquête sur le vol, en tout cas le processus qu'il y a ou les faits qui ont conduit à ce que cette lettre-là, confidentielle, qui n'a pas encore quitté mon cabinet, se retrouve sur les réseaux sociaux. C'est dans ce cadre-là que le personnel du cabinet, y compris des magistrats, ont été, s'agissant donc de flagrant délit, ont été interpellés par la police, ont été convoqués par la police pour les suites de l'enquête qui a été ouverte. Et vous savez ce qui a été découvert? On a découvert que parmi le personnel attaché au cabinet du ministre directement se trouve un certain Landry Barnabé Linsouci, qui est l'auteur de cette divulgation, qui est celui par qui ce document-là est sorti du cabinet pour se retrouver sur les réseaux sociaux. Il est passé aux aveux et a reconnu qu'il a profité de l'inattention de la secrétaire pour prendre la photocopie du document qu'il a empoché et pour aller donner à qui? Pour donner à M. Valentin Dianotin, qui se trouve justement être son beau-frère, celui qu'il a recruté par un contrat du 30 janvier 2014 pour servir de planton au cabinet. Moi, je suis arrivé au ministère, je n'ai touché à personne. L'équipe qui était là, mise en place, je pensais, pas mon prédécesseur, est celle dont j'ai hérité et celle avec qui j'ai travaillé jusque-là. Il se trouve donc que Linsouci Barnabé, qui est le beau-frère du ministre Dianotin, a volé un document dans lequel le nom de Dianotin était cité, entre autres, ce n'était pas le seul, qui lui a remis. Et puis, donc, l'enquête a révélé par la suite que M. Valentin Dianotin, non seulement a été dénoncé comme étant celui à qui ce garçon a remis le document, mais l'enquête a révélé que c'est lui le premier encore à poster sur les réseaux sociaux. Nous sommes en matière de flagrant délit. Une convocation lui a été donc adressée, à la fois pour vérifier, pour s'assurer de la véracité des déclarations de cet agent qui dit avoir remis la pièce à M. Dianotin, également pour voir si effectivement il est celui qui a posté sur les réseaux sociaux. C'est de ça qu'il s'agit. C'est là donc la convocation qu'il a reçue de l'Office central de répression de la cybercriminalité, qui est une institution créée, qui est une unité de police judiciaire spécialement créée pour rechercher, en tout cas faire des enquêtes en matière de cybercriminalité. Là encore, nous sommes dans le domaine de compétence d'une institution. La convocation qu'il a reçue est de l'ORCC, donc l'Office central de répression de la cybercriminalité, qui n'a rien à voir avec l'autorisation de poursuite délivrée par l'Assemblée nationale au sujet des faits qui lui seraient reprochés, des faits de malgouvernance à l'occasion de la campagne agricole 2012, 2013, 2014. Ça n'a strictement rien à voir. C'était un amalgame savant. Et pire encore, c'est qu'il se permet de dire que nous sommes dans un état de non-droit, que la justice est soumise. Je trouve ça particulièrement grave venant de la part d'un garde des Sceaux, qui est mon prédécesseur. Il y a, entre lui et moi, il y a peut-être deux gardes des Sceaux, Evelyne Da Silva et puis le professeur Diogounou.
sa présence à la tête du ministère de la Justice n'est donc pas aussi lointaine que cela. Et de sa part, je considère que c'est une insulte à la magistrature, parce que nous avons des juges compétents, nous avons des juges qui sont intègres. C'est vrai qu'il se pourrait que parmi leurs rangs, il y ait ce qu'on appelle, ou ce qu'on pourrait appeler des brebis galeuses, comme il y en a dans tous les corps. Mais ils ne sont pas majoritaires, les brebis galeuses. Et les autres qui font leur travail avec compétence, qui travaillent durement, dans des conditions difficiles que nous avons, qui sont celles des agents de l'administration publique, il n'est pas décent que quelqu'un qui a été leur autorité parle si facilement, en tout cas sans aucune gêne, de justice soumise et de justice aux ordres. C'est d'abord donc ces clarifications-là que je voudrais apporter à votre connaissance pour essayer donc de rétablir la vérité dans l'opinion, pour qu'il ne soit pas dit que le gouvernement, par son silence, le garde des Sceaux, par son inaction, a laissé persévérer, a laissé perpétuer dans l'opinion ce qui n'était qu'une intoxication, ce qui n'était que de la désinformation, ce qui en réalité est un travail de sabotage de celui des juges qui sont des hommes compétents dans ce pays. Voilà donc ce que je voudrais dire. Je suis à votre disposition pour d'autres clarifications si vous en avez.